Bonsoir à tous et à toutes. Donc, ben voilà, nous allons passer un petit moment ensemble. Dommage que je ne vous vois pas, ça c'est le problème des webinaires. Mais je suis ravie d'être là et je remercie Illo Formation de m'accueillir pour vous parler justement d'économie circulaire et de ressources. Alors, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Dominique de Valicourt, je suis architecte de formation et je fais plutôt de l'assistance à maîtrise d'ouvrage depuis quelques années sur tous les aspects de qualité environnementale, développement durable. Je suis, pour ceux qui connaissent, accompagnatrice BDO, Bâtiment durable Occitanie, QDO, Quartier durable Occitanie. Et au sein de l'IOMBE, on fait du conseil, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, donc assistance à maîtrise d'usage, de la recherche et des formations pour justement sensibiliser et former les acteurs sur ces thématiques. Alors, les déchets, aujourd'hui, on va parler beaucoup de déchets et d'économie circulaire. Ça fait des années que je m'y intéresse. En 96, j'ai déjà participé à un groupe miroir. C'était un groupe national qui faisait des propositions de la France pour l'Europe. Et donc, j'ai connu ce sujet à ce moment-là. Ensuite, j'ai participé à 2 déconstructions sélectives dans le cadre d'une expérimentation de l'ADEME, puis c'était le tout début des déconstructions. Je ne pourrais même plus vous dire à quelle époque c'était, puisque c'est très loin. J'ai réalisé une REX HQE sur 50 logements à Castanet-Tolosan. Il y a peut-être des Toulousains dans ce webinaire. Et à l'époque, j'avais demandé donc déjà de trier les déchets. Et donc, c'était en 95, vous voyez que c'est 28 ans, à peu près, enfin, bientôt 30 ans. Ça ne me rajeunit pas, mais en tout cas, c'était déjà ma volonté, mais c'était un peu dur. Et je m'aperçois que toutes ces années, ça a évolué, mais pas tant que ça par rapport aux exigences que j'aimerais bien qu'il se passe sur les chantiers. Enfin, pour finir sur le sujet, j'ai réalisé à l'époque avec une autre personne un plan départemental des déchets du BTP pour la Haute-Garonne. Donc ça m'a permis aussi de mieux connaître les déchets puisqu'il s'agissait de gérer tous les déchets au niveau de la Haute-Garonne au moment où les plans départementaux étaient suivis. Moi, à l'époque, je vais travailler avec la DDE à Toulouse. Voilà. Donc, nous allons aborder plusieurs points. Déjà, qu'est-ce que l'économie circulaire? La réglementation appliquée au métier d'architecte, le rôle déterminant du secteur du bâtiment dans l'économie circulaire, c'est sûr que c'est important. On va voir le poids du bâtiment dans les déchets, les changements de pratiques nécessaires, les freins et enfin des conclusions pour finir ce webinaire. Bon, bien sûr, j'espère que vous poserez des questions. N'hésitez pas. Je ne sais pas si je pourrais répondre à toutes les questions sur le champ parce que c'est un sujet aussi très vaste. Mais en tout cas, si ce n'est pas le cas, on vous répondra par mail suite au webinaire. Alors, pour démarrer, on va faire un petit sondage pour voir un petit peu déjà vos connaissances. Alors, je ne sais pas si le sondage... Est-ce que vous le voyez, le sondage, là? Est-ce qu'il le voit? Oui, on le voit très, très bien. Voilà. Impeccable. Donc, depuis 2020, la loi impose le réemploi, le recyclage et la valorisation des déchets du BTP en poids, à hauteur de, il y a un choix unique, donc soit 50%, 60%, 70%. Je vous laisse quelques minutes pour répondre au sondage. Enfin, très rapidement, parce que c'est assez court. Est-ce qu'il le voit bien, le sondage? Pour l'instant, personne n'a répondu. Oui, non, en principe, il le voit. Alors, Hélène Pierson, Hélène nous indiquait qu'elle le voyait. Par contre, ce qui m'étonne, en effet, Moi, on je ne le vois pas voit, mais défiler on le voit, mais on ne peut pas répondre. Alors, c'est très étonnant. Ah, le sondage apparaît, mais il n'est pas possible de répondre. Il y a un OK. bug. Alors, écrivez peut-être dans le chat à ce moment-là. Comment ça se fait que ça Indiqué qu'il ne le voyait pas. marche Ouais, c'est bien? très étonné. Ouais, ça marchait bien. Alors, Donc, Jacques nous indique 60. Peut-être répondez dans le chat à ce moment-là. Les choix sont alors, multiples. 50, 50, 60, C'est ça. 60, 50, 70 nous dit 60. Soisic. Hélène
ne sait pas. Marie, 50%. Cosimo, 50%. Clélia, 60%. 60, 50, 50, 50, 60. Allez, je dirais qu'entre 50 et 60, ouais, les gens sont partagés. Adito nous dit 50, Hélène Barre 50, 50. Donc là, tout le monde a répondu, normalement. Ouais, c'est ça, entre 50 et 60. Eh bien, bravo Soisic, parce que c'est 70%. Donc, il n'y a qu'une personne qui a eu la bonne réponse. Vous allez voir pourquoi, hein. Je vous expliquerai d'où ça vient, ce pourcentage. Mais ça ne me choque pas plus que ça, parce que c'est vrai que peu de personnes sont au courant que c'est la réglementation et qu'il faut même les maîtres d'ouvrage, hein. Donc, si on ne vous le demande pas, vous ne pouvez peut-être pas le savoir aussi. Mais en tout cas, c'est 70%. Alors, qu'est-ce que l'économie circulaire? On va démarrer par là, puisque déjà, on parle d'économie circulaire, mais jusqu'à maintenant, on parlait d'économie linéaire. Vous voyez bien le modèle là, que nous avons sous les yeux, qu'on a vécu pendant des années jusqu'à aujourd'hui. On avait des ressources soi-disant à l'infini, donc on ponctionnait la planète, on faisait l'extraction des matériaux, on transformait en produits et on les consommait, et derrière, on les jetait. Et depuis quelques années, on trie, mais très peu, et donc, on ponctionnait des ressources de la planète. Aujourd'hui, on est en train d'épuiser, vous êtes au courant, hein, tous les stocks de la Terre. Et pourquoi? Parce qu'on a une démographie qui va pas s'arrangeant. On sera 11 milliards en 2050. Et si vous regardez, il y a des petits sites où on voit défiler les nouveaux habitants, les nouvelles personnes dans le monde. C'est assez effrayant à quelle vitesse ça va. Donc, on va avoir des pénuries. Alors, je n'ai pas donné de chiffre de pénurie parce que suivant les sources, c'est très délicat, hein, mais on sait que, par exemple, le cuivre ou le zinc devrait manquer assez rapidement. Quand je dis rapidement, c'est à l'échéance de 20-30 ans, mais c'est demain. Alors, l'objectif, c'est d'adopter des modèles plus sobres dans l'utilisation de ressources, que ce soit au niveau des États, mais des régions, des entreprises et de vous, bien sûr, les architectes, qui sont un maillon important de la chaîne de ces sujets. Les pouvoirs publics donc, doivent jouer le rôle d'incitation. C'est pour ça que je vous dis les maîtres d'ouvrage et les collectivités, ça serait bien qu'ils soient au courant, puisque justement, c'est grâce à eux qu'on va pouvoir aussi avancer et améliorer à la fois, continuer la croissance économique, puisqu'on a dit que c'était quand même un sujet qu'il fallait continuer, et malgré tout, faire attention à la consommation de ressources. Alors, ce petit schéma est assez explicite, hein. Vous voyez, l'économie linéaire, on mettait tout à la poubelle directement. L'économie recyclable, c'est ce qu'on fait depuis quelques années avec nos deux poubelles jaunes et violettes, ou je ne sais pas quelle couleur, suivant les collectivités. Et aujourd'hui, on parle d'économie circulaire. Donc, l'objectif, c'est de réduire au maximum ce qu'on va jeter dans la poubelle et donc qui va être stocké et sans valorisation aucune. Alors, il faut savoir que l'économie circulaire, c'est ni l'économie du déchet, ni celle du recyclage, c'est encore une autre notion. Elle regroupe un ensemble de pratiques qui sont hiérarchisées selon leur impact, visant à optimiser l'utilisation des matières et de l'énergie. On peut parler aussi, bien sûr, d'énergie. Là, on va parler plus de matière, mais on peut parler d'énergie aussi dans l'économie circulaire, bien sûr. Et de toute façon, dans la matière, vous savez qu'aujourd'hui, nous avons l'énergie grise. Donc, on est concerné par ce sujet. Alors, quelques définitions. Ce qui est important, c'est de savoir qu'on utilise souvent des termes, réemploi, réutilisation, recyclage. On ne sait pas très bien la différence entre les différents termes. Donc là, je vous ai mis une définition du Plan national de prévention des déchets qui vaut ce qu'elle vaut, mais en tout cas, ça peut vous expliquer que le réemploi, vous avez des tuiles, par exemple, que vous déconstruisez un bâtiment, vous récupérez des tuiles, et vous réutilisez ces tuiles en tuiles. Ça, c'est important, c'est-à-dire sans transformation, et c'est à nouveau réutilisé directement sur un bâtiment. Là, réemployer plutôt. Réutiliser, c'est quand vous récupérez mettons une fenêtre. Là l'exemple, c'est on récupère des bardages
extérieur en verre, et avec ce bardage, on le reconditionne et on fait des cloisons intérieures en verre. Ça, c'est la réutilisation. Et le recyclage, ben, c'est hors site, ça touche l'intégralité de la matière et on remet à zéro la matière. Donc, par exemple, vous récupérez du bois sur un chantier, des bouts de bois, et vous allez les transformer soit pour faire des panneaux de bois mélaminés, soit du bois de chauffage. Et là, on est dans le recyclage. Alors, en 2014, a sorti une définition de l'économie circulaire. Donc, l'économie circulaire est un système économique d'échange et de production qui, à tous les stades du cycle de vie des produits, biens et services, vise à augmenter l'efficacité de l'utilisation des ressources et à diminuer l'impact sur l'environnement tout en permettant le bien-être des individus. Donc là, vous avez le petit schéma du cycle de vie que vous connaissez, je pense, j'espère, où vous avez ici l'extraction des matières premières, la fabrication, le transport. Alors, le transport, on en a beaucoup, c'est-à-dire on a déjà de l'extraction à la fabrication, on peut avoir déjà du transport. De la fabrication aux distributions, on a encore du transport. De la distribution à l'utilisation, c'est-à-dire si on a un chantier, on va avoir aussi le transport. On utilise, on a une fin de vie. Déjà, on retape en cours de chantier. On verra que sur un bâtiment, on a aussi les phases de rénovation qui sont dans le cycle de vie d'un bâtiment. Et ensuite, on va déconstruire et valoriser les déchets. L'idée, c'est d'avoir un cercle vertueux ici en ayant le moins de stockage possible des déchets à la fin de ce cycle. Alors, cette économie circulaire, elle repose sur 7 piliers. L'approvisionnement durable. Alors, l'approvisionnement durable, c'est essayer déjà de s'approvisionner en réfléchissant aux impacts environnementaux que vous allez utiliser sur un chantier. Donc, déjà, pourquoi on parle aussi de matériaux biosourcés? Vous êtes au courant, justement, parce que là, on a un approvisionnement plus durable que l'autre, surtout si c'est des filières courtes et des filières locales. L'éco-conception, ça vous concerne vraiment particulièrement. Donc, c'est éco-concevoir et justement, dans votre conception, avoir toutes ces notions de limitation d'impact sur l'environnement, y compris des matières, bien entendu, utilisées. L'écologie industrielle et territoriale, on est à une autre échelle, et c'est l'échelle plus du territoire. Donc là, c'est par exemple, vous avez une entreprise dans une zone d'activité qui va produire des déchets et l'entreprise voisine qui va utiliser ces déchets pour son process industriel, pour chauffer par exemple. Et donc là, on a une écologie industrielle et territoriale. Donc, on est vraiment dans cette boucle vertueuse. L'économie de la fonctionnalité, ça c'est une notion qu'on connaît depuis longtemps, mais c'est par exemple ne pas acheter, mais partager. Alors l'exemple que je peux donner, c'est les Vélib ou les Autolib, mais je ne suis même plus sûre si ça existe à Paris, les Autolib, mais en tout cas, ça existe à Montpellier. Mais donc, on a un abonnement et on partage un bien et on n'est plus propriétaire. La consommation responsable, mais c'est dans l'achat, les consommations collaboratives. Alors, toutes ces notions, qu'on soit dans l'économie de la fonctionnalité ou la consommation responsable, on parle aujourd'hui d'habitat participatif et on est tout à fait dans cet état d'esprit où on peut partager un atelier et donc des outils, une buanderie, donc des machines, plutôt qu'avoir chacun ses outils, chacun sa machine. Après, nous avons l'allongement de la durée d'usage que vous connaissez, donc avec le réemploi, la réparation, la réutilisation, j'en reparlerai un peu plus loin. Et enfin, le recyclage, ça qu'on connaît depuis longtemps, et à la limite, c'est la notion la plus connue jusqu'à ce jour. Alors, dans l'économie circulaire, on doit concevoir des produits sobres, vous avez bien compris, puisque la matière, il faut faire attention à la matière, à l'énergie grise. Donc, la sobriété, c'est une notion dans l'architecture, vous en avez sûrement entendu parler, de sobriété, frugalité. Donc, on est en plein dedans avec cette notion d'économie circulaire. Après, les produits doivent être conçus de façon à être réparables et avoir une maintenance prévue. Vous avez l'indice de réparabilité là, de 9,5 sur 10, ça c'est un produit intéressant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous allez choisir un produit, vous allez regarder cet indice qui
contrecarre un peu l'obsolescence programmée qu'on a connue jusqu'à maintenant. Ensuite, les produits doivent être réutilisés, mutualisés, leur usage doit être maximisé. Ça, c'est un peu ce que j'ai dit pour l'habitat participatif. Les produits doivent être démontables en vue d'un réemploi. Ça, c'est important au niveau de la construction parce que souvent, on peut dire on va faire une déconstruction, mais si on a des parties du bâtiment qui sont pas, où on ne peut pas les dissocier, ça devient compliqué de faire une déconstruction. Et enfin, les éléments ne pouvant plus être manufacturés sont recyclés dans la mesure du possible. Donc là, vous avez à peu près la liste de ce qu'il faudrait comme produit et les qualités d'un produit qui est dans l'économie circulaire. On parle aussi d'urbanisme linéaire à l'urbanisme circulaire. Ça, c'est une notion donc, de Sylvain Grisot, qui est de Dixit, qui a lancé cette idée et il a beaucoup de succès avec. Donc, ceux qui sont intéressés par l'urbanisme peuvent aller voir aussi ce qu'il fait. Donc là, vous avez l'urbanisme linéaire, c'est un peu comme l'économie linéaire, hein, ce que je vous ai montré, à part que là, on est au niveau de l'aménagement, on a un espace agricole ou naturel, un usage urbain. Évidemment, on construit un quartier, on ponctionne cet espace agricole ou naturel. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a connu pendant des années? On a des friches industrielles, portuaires, des friches militaires, etc. Et ça reste des no man's land pendant des années. Quelqu'un qui a fait une économie circulaire, une urbanisme circulaire comme en dessous, vous voyez, on a toujours les espaces agricoles, évidemment, qui à un moment donné, alors de moins en moins maintenant avec le zéro artificialisation nette, hein, on est d'accord, mais en tout cas, on n'a pas fini d'arrêter de consommer des espaces naturels, mais l'idée, c'est de dire quand on a le quartier, on ne va pas faire une friche, on va tout de suite l'intensifier, transformer l'existant, recycler les espaces. Et c'est ce qui a été fait, par exemple, pour ceux qui connaissent à la ZAC de Beaune, qui est le premier éco-quartier labellisé en France, à Grenoble, et qui est un quartier qui s'est implanté sur une friche militaire. Donc là, c'est un bon exemple d'urbanisme circulaire. Voilà, pour la première, est-ce qu'il y a eu des questions sur cette première partie qui définit un peu l'économie circulaire par rapport à l'économie linéaire et le contenu de cette économie? Alors, je ne sais pas, je vais aller voir la discussion. Non, je suis derrière, mais en fait, j'avais ouvert, Dominique, Pas de l'onglet. questions? Non, il n'y avait pas de Bon, questions. Il y avait sinon, vous juste... les poserez à la fin, il n'y a pas de problème si Ouais. ça vous vient plus tard. Alors, peut-être il y avait une intervention, peut-être parler des filières, parce que Oui, sans filière de recyclage, difficile de produire des chiffres. Alors, c'était une on question en un peu large. parlera. On en Mais c'est parlera. ça, voilà, alors, Oui, oui, je vous en l'aborderai. parlerez. Voilà. Ok, Donc, je impeccable. Alors, passe ces questions. Et là, on va aborder plus la réglementation, puisque vous avez vu 70%, ça vient d'une réglementation. Hein. Et concernant les déchets de chantier et l'économie circulaire appliquée au métier d'architecte, puisque vous êtes censé, évidemment, suivre un chantier, donc avoir des exigences réglementaires sur vos chantiers. Alors, on va faire un deuxième petit sondage. J'espère que ça va marcher. J'ai l'impression qu'il est plus actif, le sondage. Hein. alors, je vais l'actionner, Dominique. Je tente. Hop. Alors, je partager les résultats, mais ça, c'est le suivant. Et je vais aller au suivant. Alors, voyez-vous le sondage? J'ai pas osé intervenir là pendant le temps de ton intervention, choix unique. Donc, je présume que vous ne le voyez pas. Alors, je vais lire la question. Oui, sinon Non, je peux bah la ouais, lire. c'est incroyable que vous ne le voyez pas. Oui, Ah, Dominique, relisez-le. Je vais tenter, moi, d'intervenir sur le sondage. d'accord. Alors, aujourd'hui, rien ne m'oblige à réaliser un diagnostic PMED, donc produits, matériaux, équipements et déchets, pour la démolition d'un bâtiment supérieur à 1000 mètres carrés. Vrai ou faux? Alors, vous pouvez Aujourd'hui, répondre rien dans ne... Ouais, faux. Émilie nous dit faux. David Péan, Jacques Raza aussi, faux. Romain, faux. Gélias, faux. Marine, faux. Faux. Pour l'instant, on est à faux. Faux aussi dans l'onglet question-réponse. Jean Cluzel, de même faux. Hélène, faux. Bon, c'est bien. Basique, faux.
Abdelkrim, faux. C'est là que c'est dommage qu'on ne puisse pas discuter, mais bon. Ouais, Parce ce que je sont me les demandais limites. pourquoi. Voilà, c'est Ce sont les limites. mais vous allez savoir. Bon, en tout cas, vous avez raison. C'est bien. C'est faux parce qu'on a la loi AGEC, donc anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui rend obligatoire depuis le 1er janvier la réalisation d'un diagnostic PMED et préconise l'intégration d'une clause réemploi dans les commandes publiques. Donc, normalement, si vous avez un bâtiment existant et des démolitions, on va voir dans quelles conditions c'est obligatoire. Mais en tout cas, pour un bâtiment supérieur à 1000 m², c'est sûr que c'est obligatoire. Et ça a remplacé, pour ceux qui étaient au courant, le diagnostic de déconstruction qui était obligatoire aussi pour les bâtiments supérieurs à 1000 m². Mais là, on va beaucoup plus loin parce que vous voyez, PMED, on a quand même produits, matériaux, équipements, déchets, alors que l'audit de déconstruction, c'était que sur les déchets. Alors, en France, en Europe, la gestion des déchets est étroitement encadrée. Hein. C'est vrai que, par contre, le secteur du BTP génère plus de 231 millions de tonnes de déchets chaque année. Alors là, on est bâtiment et TP. Hein. C'est énorme. Et en plus, j'ai eu justement une info aujourd'hui où on était à un dernier document de l'ADEME, on était à 240 millions. Je n'ai pas mis à jour, mais pour vous dire que c'est beaucoup. Et la bonne gestion des déchets de chantier est donc un enjeu majeur pour tous les professionnels du bâtiment, dont vous. Alors, en 2018, l'État a traduit ses ambitions dans une feuille de route nationale pour l'économie circulaire. C'est la première année où on a abordé cette notion que l'État a abordé vraiment cette notion à travers d'abord une feuille de route. Donc, une feuille de route, c'était un programme hein, pour voir un peu comment ils allaient organiser ça derrière. Et déjà, dans cette feuille de route, ils parlaient du domaine du bâtiment et des travaux publics, en parlant en particulier du tri et du recyclage. Et c'était important donc de savoir que ça vient de là et que derrière, l'objectif, c'était de prendre en compte ces enjeux dans le cadre des plans territoriaux des collectivités. Alors, voilà d'où viennent ces 70%. Vous vous rendez compte qu'on a une directive cadre européenne du 19 novembre 2008. Mais par contre, elle a été applicable en France en 2020. Donc déjà, on a mis 12 ans en France pour appliquer cette directive cadre, sachant que ces directives, elles doivent être après reprises dans la loi française. Donc là, elle a été reprise dans la loi française pour la transition énergétique, pour la croissance verte, que vous devez connaître tous. Donc, c'était, je crois, en 2015, cette loi, et il a fallu encore 5 ans avant de donner cette obligation. Donc, vous voyez, on est bien 70% emploi à partir de 2020. Vous devez valoriser, vous réemployer, recycler, valoriser les déchets du BTP. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 30%, vous pouvez les stocker. Donc, ce n'est pas beaucoup sur un chantier. Hein. Quand, on verra que c'est faisable, hein, mais c'est quand même déjà pas beaucoup. Alors, la loi là, qui vous impose pas mal de choses, donc, dont le diagnostic PMED, c'est cette fameuse loi relative à la lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire, donc, qui a été publiée au journal officiel le 11 février 2020, donc il y a un an, un peu plus d'un an. Et vous en avez entendu forcément parler par déjà le plastique. Vous savez, on a supprimé les pailles dans les lieux accueillants publics, on a commencé à avoir des actions sur le plastique et il y a tout un plan de réduction du plastique sur les années à venir. Ensuite, l'objectif, c'était dans cette loi de mieux informer le consommateur. C'est vrai que souvent on trie, mais on ne sait pas ce qu'on peut mettre dans telle poubelle, enfin, c'était un peu le flou artistique. Donc, l'objectif était de mieux informer et de clarifier les choses. Enfin, lutter contre le gaspillage pour le remploi solidaire. Et enfin, agir contre l'obsolescence programmée. On a vu hein, ces indices maintenant de réparabilité. Donc, mieux produire. Et ça s'adresse vraiment aux industriels. Et donc, normalement, aujourd'hui, au bout de 5 ans, une machine à laver ne devrait pas tomber en panne si tout va bien. On verra, mais
C'est l'objectif en tout cas. C'est les grands enjeux de cette loi anti-gaspillage. Bon, là, à chaque fois, je pense que vous aurez la visio et vous avez des liens là pour aller voir directement la loi justement et le contenu du texte. Alors, par rapport au bâtiment, qu'est-ce que cette loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, donc on appelle loi AGEC en diminution, et ces décrets d'application ont un double objectif pour le BTP, lutter contre les débosses sauvages, même si aujourd'hui, ça fait des années qu'on dit qu'il faut trier sur les déchets, qu'on a mis en place des déchetteries sur tout le territoire, on retrouve encore beaucoup de débosses sauvages, malheureusement, et donc ça entraîne beaucoup de pollution derrière, forcément, et on perd tous les matériaux qu'on pourrait récupérer dans ces déchets. Et enfin, donc, atteindre un meilleur taux de valorisation, puisque pour avoir 70%, il va falloir quand même avoir vraiment des objectifs forts sur un chantier. Donc, avant le chantier, on va avoir dans quelles conditions il faut faire ce diagnostic. Pendant le chantier, il faut trier à la source et avoir une collecte séparée. Et après le chantier, on verra qu'il faut une traçabilité renforcée aujourd'hui et qu'on a la reprise gratuite dans les REP. Alors, je ne pose pas la question qu'est-ce qu'un REP, parce qu'on ne l'a pas mis dans le sondage, mais la REP, c'est la responsabilité élargie du producteur. Donc ça, c'est une grande nouveauté. Et depuis le 1er janvier 2022, donc vous voyez que c'est tout récent. C'est pour ça que tout ne marche pas encore forcément tout à fait bien, mais l'objectif, c'est quand même d'avoir de responsabiliser les filières pour que quand un produit est mis sur le marché, l'entreprise qui met le produit sur le marché doit se préoccuper justement jusqu'à la fin de vie de ce produit. Donc, ça permet de soulager les collectivités territoriales avec les coûts de gestion des déchets, transférer le financement du contribuable vers le consommateur par le biais du paiement d'une éco-contribution. On verra comment ça marche. Et puis internaliser dans le prix de vente du produit les coûts de gestion. Donc aujourd'hui, vous allez, jusqu'à maintenant, une entreprise va à une déchetterie, elle paye une taxe quand elle amène ses déchets en déchetterie. Aujourd'hui, normalement, vous allez avoir une taxe, donc ça sera internalisé dans le prix du produit. Après, l'industriel doit se débrouiller pour traiter les déchets. On va voir comment. Alors, j'espère que ce petit schéma, vous le voyez bien. Donc, nous, on est consommateurs, on achète un produit avec une éco-contribution ajoutée au prix de vente par les producteurs. Donc, vous allez acheter un produit un peu plus cher. Ensuite, vous avez le producteur qui a deux options. Soit il participe au financement de la filière concernée. Donc, ça peut être ça, un éco-organisme. On l'a ça pour par exemple, pour les déchets, vous savez, électriques, DEE et les équipements électriques. Donc, ils se sont regroupés en éco-organismes. Et donc, cette responsabilité, eux, ils payent cet éco-organisme. Hein. Donc, c'est assumé par une entité. Ou alors, ils peuvent prendre en charge directement la gestion des déchets de manière opérationnelle et organisée pour les entreprises, par exemple, des collectes de déchets sur les chantiers. Enfin, il y a plusieurs options possibles. Ensuite, par rapport à l'éco-organisme, vous avez l'éco-organisme qui peut prendre directement en charge la gestion des déchets ou alors elle reverse une contribution aux collectivités qui, eux, vont continuer dans leur déchetterie, par exemple, de prendre les déchets des professionnels. Mais elle ne sera plus payée par les entreprises, elle sera payée par cet éco-organisme. Et donc, je pense que ça va changer pas mal de choses, puisque l'entreprise, souvent, est un peu réticente d'aller dans les déchetteries parce qu'elle avait une note à la fin. Et donc, c'était quand même beaucoup mieux un trou de gravière. Alors, ces filières REP, hein, évidemment, je vous ai mis un schéma où on voit tous les types de produits qui sont faits. Nous, on n'est pas concernés, bien sûr, par tout ça. J'ai entouré celui qui nous concerne, donc le produit matériaux de construction. Vous voyez que l'échéance pour mettre en place tout ça, c'est 2022. Donc, on y est là. On est en 2022. Et donc, on a quand même 70% des déchets produits chaque année par la filière BTP. Il se trouve que c'est tout ce travail de responsabilité élargie du producteur
sera suivi par l'ADEME, qui a une mission de suivi d'observation pour voir si ça fonctionne, hein. Il faut aussi encadrer un peu les différents acteurs. Et donc, ils ont une mission de suivi sur ce sujet. Alors là, nous avons des décrets de cette loi qui apparaissent donc le 25 juin 2021, dont le fameux décret qui parle de ce diagnostic qui porte sur la gestion des produits, équipements, matériaux, déchets. Alors, je vous préviens quand même que quelquefois, équipement, on ne le trouve pas, on trouve PMD, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être qu'ils l'ont rajouté après, équipement. En tout cas, c'est bien produits, matériaux, équipements, déchets, issus de la démolition ou de la rénovation significative. On va voir ce que c'est une rénovation significative, parce que vu comme ça, ce n'est pas évident. Donc, l'entrée en vigueur, on a vu que c'était le 1er janvier 2022. Les catégories de bâtiments et la nature des travaux, donc, c'est au vu de la superficie des bâtiments et de la nature des matériaux et des déchets susceptibles d'être produits. Alors ça, c'est le contenu du décret. Il parle des catégories de bâtiments, nature des travaux, du contenu et des modalités de réalisation du diagnostic, des garanties de compétences et d'assurance pour réaliser ces diagnostics et des modalités de transmission des informations, puisqu'il y a un suivi qui va être fait au niveau national. Alors, avant le chantier, il faut faire ce diagnostic avec un objectif d'augmenter, bien sûr, les taux de réemploi, puisque, comme je vous ai dit, on ne fait plus un diagnostic déchets uniquement, mais on va vraiment diagnostiquer tous les éléments du bâtiment que vous allez construire, par exemple, ou réhabiliter. Et à ce moment-là, on doit augmenter le taux de réemploi, c'est l'objectif, et la valorisation. Et puis, améliorer la traçabilité des déchets, qui était quand même, parce que moi, je sais que pour faire quelques chantiers démarche BDO, où je suis justement le chantier vert, on a souvent beaucoup de mal à obtenir ces fameux bordereaux de déchets pour faire justement les bilans en fin de chantier. Alors, qui en est tenu? Évidemment, le maître d'ouvrage, hein, mais vous par déclinaison, je dirais. Et pour quel chantier? Alors, on a vu démolition, réhabilitation significative. Et là, je vais vous montrer qu'est-ce qu'ils considèrent comme rénovation significative. Donc, c'est déjà, alors il ne faut pas que je me trompe parce que c'est nouveau pour moi aussi, hein, rénovation. Donc, il faut un prévisionnel des travaux supérieur à 25% de la valeur vénale du bâtiment. Donc, déjà, avoir un quart du bâtiment au niveau des travaux, de la valeur vénale. Une opération consistant à détruire ou à remplacer au moins 2 des éléments de seconde œuvre mentionnés ci-après. Donc, vous voyez, plancher, cloison, huisserie, cloison intérieure, installation sanitaire, installation électrique, système de chauffage. Donc, si vous bougez, vous touchez à ces postes-là, il faut que vous ayez au moins 2 éléments de ces postes qui sont concernés dans votre démolition, à condition que les travaux concernés conduisent à détruire ou à remplacer une partie majoritaire de chacun de ces éléments. Voilà. Donc, à partir de là, vous êtes obligé de faire ce fameux diagnostic PMD pour ces rénovations significatives. Démolition, vous savez ce que c'est quand on démolit complètement le bâtiment et on verra qu'il vaut mieux pas démolir, mais déconstruire. Alors, pour les démolitions, il faut des surfaces, on a vu cumulées de plancher supérieures à 1000 m², donc c'était la question que vous aviez, vous avez tous bien répondu, mais aussi des bâtiments où on a eu, c'est des bâtiments qui ont accueilli des anciennes activités, alors que ça peut être agricole, industriel, commercial, qui avaient des substances polluantes, dangereuses, et il y a toute une liste de substances. Et à partir du moment où dans ces bâtiments, on avait une fabrication ou une distribution de ces substances dangereuses, il faut absolument faire ce diagnostic aussi, tout simplement pour éviter de mettre dans la nature ces déchets qui sont vraiment des déchets dangereux, puisqu'à partir du moment où il y a des substances dangereuses, on peut avoir des déchets qu'il faut gérer. Alors, l'objectif de ce DMP, c'est de renforcer la hiérarchie des modes de traitement. C'est vrai que vous allez voir, je vous montrerai une grille d'analyse. Vous pouvez avoir en priorité le réemploi, la valorisation, et quand vraiment vous ne savez plus quoi faire, on a l'élimination des déchets. La valorisation, on verra qu'il y a 2 valorisations aussi.
la valorisation matière et la valorisation énergétique. Et renforcer les obligations de traçabilité. Donc, on va voir comment, à travers des bordereaux de déchets, et puis à la fin, on va remettre un document aussi où on a toute la traçabilité de ce qui s'est passé sur le chantier. Alors, une autre loi est passée, donc depuis le 1er juillet 2021, il est obligatoire de faire figurer dans les devis de travaux de construction, de rénovation, de démolition de bâtiments ou de jardinage des mentions concernant les déchets générés par les travaux. Donc ça, c'est à destination des entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, y compris évacuation des gravats, ça ne marche plus. Déjà, ça ne devait plus marcher depuis quelques années, mais on le voit encore. Et donc, il faut une estimation de la quantité totale des déchets générés par l'entreprise, les modalités de gestion et d'enlèvement qui proposent, quel tri va réaliser, la nature des déchets, pour quels déchets la collecte séparée est prévue, quel point de collecte, quelle valorisation donc, du coup, et avec vraiment identifier les points de collecte et puis l'estimation des coûts associés. Donc, c'est vrai qu'il y aura une ligne, là, gestion des déchets. Alors, moi, je sais que sur mes chantiers, je le demandais, mais ce n'est pas tout le temps courant dans tous les chantiers. Donc, en cas de manquement, bien sûr, il y a des amendes qui peuvent être de 3 000 pour une personne physique jusqu'à 15 000 pour une personne morale. Autre chose, non seulement il faut qu'il fasse ça au niveau du devis, mais après, il est obligé de travailler avec des bordereaux de déchets, y compris pour les déchets inertes et non dangereux et non inertes. Donc ça, c'est important puisque ben, jusqu'à maintenant, vous savez qu'on avait les déchets dangereux qui étaient obligatoires. Bon, on avait des formulaires CERFA, je vous parle de l'amiante puisque ça, celui-là, il est facile à retenir. Mais c'est vrai qu'on devait obligatoirement remplir des bordereaux pour ce type de déchets. Aujourd'hui, c'est pour tous les types de déchets. Donc là, on a, bon, alors les 2 ans d'emprisonnement sont de 15 000 € d'amende. Je crois qu'on n'est pas prêt de les voir. Mais en tout cas, ils ont prévu des sanctions très lourdes à cet effet pour faire bouger sans doute le secteur du bâtiment. Alors là, je vous ai mis aussi un lien où vous avez les bordereaux CERFA, justement, pour les 2 types de déchets dont je vous ai parlé. Alors, peut-être qu'il y a des questions, Gaëlle? Tout à fait, il y a des questions. Alors, je vais te les lire, Dominique. Donc, des questions posées dans l'onglet questions-réponses et il y en aura une autre dans le chat. Hélène pose la question suivante. Les écosystèmes pour pouvoir respecter la réglementation. C'est-à-dire? Alors, je pense que c'est parce que tu as dû parler des écosystèmes. On va peut-être laisser Hélène, je pense que Oui, tu je voudrais m'entends bien un peu des peut-être. précisions. Voilà. Dominique aurait besoin de précision. Alors, le temps qu'Hélène reformule sa question, Alors, je vais passer à la elle en a seconde. mis une note dessous. Tout à fait. L'obligation est sur l'entreprise ou sur la maîtrise d'œuvre. Faut-il détailler les obligations dans les CCTP? Ben, si vous voulez que les entreprises répondent, il faut bien sûr détailler dans les CCTP les obligations. Comme ça, parce qu'ils ne seront pas au courant. Il y en a plein qui ne sont pas encore au courant de ces obligations. Donc, à partir du moment où vous l'avez dans les CCTP, eh ben, ils savent à quoi s'en tenir et ils chiffrent. En plus, vous aurez une ligne gestion des déchets qui sera sur votre devis. Alors, une autre question. Une entreprise bois qui récupère ses copeaux pour alimenter le poêle à bois de l'atelier, elle peut prouver par une déclaration, une photo? Oui, tout à fait. Enfin, il ne faut pas être... moi, j'ai eu le cas là, sur un chantier où... Bon, alors, ce n'est pas l'idéal. Hein, quand on a chaque entreprise qui gère ses déchets, ça, c'est très compliqué à gérer. Mais par contre, moi, j'ai eu le cas et donc, effectivement, je demandais déjà des photos aux entreprises de leur... Parce que souvent, ils disent, ben, on la ramène chez nous. Donc, ils le ramènent chez eux. Il faut déjà qu'ils vous montrent leur site, leur entreprise avec les différentes bennes qui leur permettent de trier les déchets chez eux. Et l'entreprise qui récupère ses copeaux pour alimenter le poêle à bois, elle fait une attestation, elle s'engage et une photo est bienvenue aussi. Tous les justificatifs sont bons à prendre de toute façon. Quelle part représente la démolition rénovation significative dans l'ensemble des chantiers de démolition? Alors ça,
c'est une colle. J'ai la part des démolitions dans les constructions. Plus loin, on va en parler. Mais ça, j'ai pas de chiffres à vous donner là tout de suite. Je peux regarder, bien sûr, hein, mais j'ai pas de réponse pour cette question. Après, je comprends le circulaire comme le déchet de l'un et la matière première de l'autre. Donc, si sur un territoire, il n'y a rien ou personne pour récupérer, comment rentrer dans les chiffres du réemploi? Alors, Hélène, elle a raison, mais les territoires s'organisent sacrément. Là, je vais vous donner, moi, une adresse dans la région. Alors, je ne sais pas si c'est des Toulousains ou des Montpelliérains. Ça, je n'ai pas l'information, mais en tout cas, à Montpellier, il y a une société qui s'est mise en place et qui peut déjà pas mal travailler sur ce sujet. Et je pense que ça va se développer forcément, puisque c'est un marché aussi, hein, il faut le dire. Et donc, je pense que ça va... Pour l'instant, évidemment, c'est pour ça que ça avance pas très vite, mais vu la réglementation, je pense que ça va se développer. Trac amiante remplace CERFA. Est-ce qu'il y en a le même pour les autres déchets? Remplace le CERFA, c'est-à-dire que c'est plus le CERFA, c'est un autre formulaire. Mais moi, celui que je vous ai donné pour les autres déchets, c'est un formulaire actuel, quoi. Alors, celui de l'amiante, je ne suis pas allée voir récemment, mais là, vous aurez le lien des déchets qui sont actualisés, quoi. Les bordereaux actualisés. La notion d'écosystème, justement, toutes ces entreprises qui sont les unes autour des autres. Et la première question, c'était... Et la première question, malheureusement, je l'ai éliminée, mais ça concernait les écosystèmes, effectivement. Oui, mais Comment on bien les sûr, trouve? et ben, comment on les trouve? En ce moment, c'est des recherches, il faut taper et trouver les sociétés. Mais il faut savoir que je sais qu'il y a un groupe de travail à Envirobat Occitanie qui travaille sur ce sujet. Et donc, c'est intéressant de se rapprocher d'eux. Je ne sais pas si vous connaissez Envirobat Occitanie, c'est une association qui porte, entre autres, la démarche Bâtiment durable Occitanie. Et donc, vous avez dans cette association un groupe de travail qui travaille sur ces sujets et qui est en train d'identifier les différents acteurs pour avoir des filières justement sur tout leur emploi et tout ce qui est valorisation des déchets ou des matières à travers l'économie circulaire. Cosimo, on a des obligations de valorisation au niveau de la démolition, on a-t-elle au niveau de la construction? Ben, au niveau de la construction, les 70%, c'est au niveau de la construction. La valorisation, c'est au niveau de la construction et de la démolition. Donc, les fameux 70%, c'est quand on a un déchet de construction neuve aussi, il faut valoriser 70% des déchets de sa construction. Alors, comment on les trouve? Je pense que j'ai répondu à Hélène Pierson. Tout à fait, notamment via Envirobat Occitanie. Je vous Ouais. ai mis le nom hein, dans le chat, bien sûr. Mais on pourra vous donner plus d'infos. Là. Je connais les personnes qui animent ce groupe de travail. Moi, j'y vais de temps en temps. Et je sais qu'il y a une réunion où j'ai participé. Justement, il y avait un recensement des différentes filières, justement, qui se mettent en place. Quoi. Hélène te remercie, d'ailleurs. Ben, à suivre, en tout cas. Mais ça se met en place. Quoi. Évidemment, c'est tellement le 1er janvier 2022, donc c'est quand même nouveau. Hein. Plus d'autres questions? Est-ce que Dominique de Valicourt a répondu à Comme pour la vos téléphonie, il questions? risque d'y avoir des zones blanches où il n'y a pas de prestataire. Oui, mais on est d'accord, hein, on est d'accord. Et puis, c'est pareil, je vous parlerai d'une déconstruction. S'il faut faire, je ne sais pas combien de kilomètres pour aller recycler un matériau et prendre la route pour trouver la filière, ce n'est pas la peine non plus. Donc ça, il faut à chaque fois s'adapter au contexte local, justement. C'est l'objectif, c'est aussi de réduire les litres de gasoil consommés. Est-ce que c'est bon? Oui, plus aucune question, Dominique. OK. Donc, maintenant, on va voir un petit peu le rôle hein, des
complètement dans l'économie circulaire. Alors, un petit sondage. Alors, est-ce que ça va marcher, les sondages? Ouais. Les sondages doivent marcher en principe. Par contre, il faudra aller, je vais l'actionner d'ailleurs. J'ai réussi, je crois bien, à… Moi, à chaque fois, il me met le sondage est terminé. C'est ça le truc. Ah ben voilà, ça marche. Alors, pour moi, Donc, il s'affiche. quelles sont les 3 familles de déchets du BTP? Les 3 grandes familles. Hein. Déchets minéraux, déchets inertes, déchets non dangereux et non inertes, déchets industriels banals, déchets industriels spéciaux et déchets dangereux. Voilà, si vous pouvez répondre. « 15 sur 15, 16 sur 16 ont répondu. Il y a combien de participants là? 26, 24. 24. Plus que 1. Ah, il y en a un qui est parti. Bon, peut-être qu'on peut y aller là. Donc, si on voit vos résultats, les déchets minéraux, ce n'est pas une appellation de famille de déchets du BTP. Il y a quand même 43% qui ont mis cette appellation. On parle de déchets inertes. Les déchets inertes, donc les déchets qui n'ont pas d'impact sur l'environnement, qui peuvent être jetés dans un trou de gravière. D'ailleurs, je ne dis pas qu'il faut le faire, hein, mais on peut souvent réhabiliter justement des carrières avec ces déchets. C'est souvent, d'ailleurs, ça peut être utilisé pour ça. Mais ces déchets inertes, la plupart du temps, ils sont concassés et c'est avec ça qu'on fait du granulat recyclé que vous demandez dans vos chantiers. Comme ça, vous avez des déchets inertes. Alors, ça, c'est important de faire la différence. Par contre, dans les déchets inertes, il y a des déchets minéraux, bien entendu. Après, vous avez dit le deuxième famille aujourd'hui, c'est maintenant les déchets non dangereux et non inertes. J'en ai parlé là depuis le début, hein, mais peut-être que je vais un peu vite et puis c'est nouveau. Mais en tout cas, c'est les anciennes DIB, déchets industriels banals. Et moi, je vois sur les chantiers, c'est pour ça que j'ai voulu poser cette question, parce que sur les chantiers, on ne parle que de DIB et de DIS. Donc, DIB, c'était les déchets industriels banals, c'est votre poubelle jaune, hein, de déchets recyclables en général. Et aujourd'hui, on appelle ça non dangereux, non inerte. Et le non inerte, il disparaît un peu, donc on dit déchets non dangereux. Il y a les déchets inertes, les non dangereux et les déchets dangereux qui remplacent les DIS aussi. Donc, déchets industriels spéciaux, ça a disparu, ça n'existe plus. Et on parle aujourd'hui de déchets dangereux. Donc, il y a 50% sur les déchets dangereux qui sont au courant. Sur les déchets non dangereux, il y a à peu près la moitié sur les déchets non dangereux et dangereux. Et sur les déchets inertes, il y a plus de personnes qui ont dit inertes, sachant que peut-être vous n'avez pas… Peut-être qu'ils ils ont choisi les 2 solutions qui ne sont pas fausses non plus, puisque les déchets minéraux, mais en fait, ce n'est pas la famille dont on parle. Après, il y a d'autres déchets. Hein. Sur un chantier, on peut avoir des déchets d'emballage, on va voir d'autres déchets, mais ça, c'est les grandes catégories de déchets dont on parle. Alors, on a vu tout à l'heure le cycle de vie de l'ADEME, hein, et là, on retrouve le cycle de vie, mais plus adapté au bâtiment. Excusez-moi, j'ai la barre qui me gêne. Est-ce qu'elle apparaît, ma barre, moi, sur votre écran en bas? Non, moi, je ne vois pas ta Bon, barre. ça me gêne, mais c'est que moi, ça va. Donc, là, vous avez un schéma qui a été réalisé par l'ICEB. Je ne sais pas si vous connaissez l'ICEB, c'est l'Institut pour la conception éco-responsable du bâti, qui a beaucoup travaillé sur tous ces sujets et d'autres. Et je vous conseille pour les archives d'aller sur le site de l'ICEB et vous avez ils ont fait des petits guides
pour le confort d'été, pour le confort visuel, etc. Sur la ventilation aussi, enfin, très intéressant. Et il y en a un sur l'énergie grise. Et donc, là, on voit bien que ben, tout le cycle dont je vous parlais tout à l'heure, mais là, on voit bien la mise en œuvre, le chantier, les rénovations, et puis après, les démolitions, et on va retourner pour valoriser, pour repasser directement en fabrication. Alors, le secteur du bâtiment, hein, consomme, vous avez vu tous ces déchets, hein, mais il produit beaucoup de déchets, mais il consomme aussi énormément de matières premières. Donc, des millions de mètres carrés. Alors là, c'est pareil, hein, c'est difficile d'avoir les chiffres justes, hein, parce que c'est très variable, mais en tout cas, c'est énorme ce que consomme le bâtiment. D'ailleurs, on a vu que les ressources, ben, on a commencé à avoir un petit peu peur des ressources au moment où la Chine s'est beaucoup développée, puisqu'ils ont commencé à construire, à construire, à construire. On a commencé à dire, attention, la Chine et l'Inde, c'était des pays en voie de développement et qui maintenant se sont développés. Et du coup, il y a eu cette pression sur les matériaux. Bon, je ne vous parle pas de la pression qu'on a aujourd'hui après le Covid, à cause de la guerre, c'est encore autre chose, hein, mais ça ne s'arrange pas, quoi, je veux dire, en même temps. Donc là, on a à peu près 50%, 49% exactement, des matériaux enfin, des matériaux de construction qui ponctionnent les ressources en France. Donc, ce n'est pas négligeable. Vous voyez, on a une part importante de cette consommation des ressources au niveau national. 230 millions de tonnes de déchets du BTP, mais quand même 46 millions de tonnes par an des déchets du bâtiment. Donc, évidemment, les travaux publics, il y en a beaucoup plus, 185 millions de tonnes. Mais les travaux publics, c'est beaucoup de déchets inertes quand même, vous savez. Donc, ça compense un peu le fait que c'est énorme, bien qu'il faut faire quand même très attention aux travaux publics. Mais on a plus de déchets que les déchets des ménages, où on a à peu près 30 millions de tonnes. Là, vous avez un petit schéma qui vous montre les déchets de travaux publics, donc, et les déchets des ménages. Hein, Donc, dans ces déchets, il y a quand même 65% des déchets qui sont issus du gros œuvre. Ça veut dire que le gros œuvre, il pèse lourd. Alors, vous savez, quand on parle de compte prorata, etc., sur les chantiers, on dit, bah oui, le gros œuvre, il a beaucoup de déchets, mais en même temps, le gros œuvre, il a beaucoup de déchets inertes, souvent. Donc, c'est compliqué parce que les déchets inertes, c'est ceux qui sont valorisés facilement et de toute façon, s'ils sont stockés, c'est ceux qui coûtent le moins cher. Donc, en tout cas, on ne va pas résoudre ça ce soir, mais il faut se réfléchir aussi comment on ventile justement le compte pro rata. À terme, ça va peut-être pas être une solution. J'ai, moi, vécu des chantiers où on avait fait des pourcentages par lot. À un moment, il y avait des ratios qui étaient existants et on faisait des pourcentages par lot pour justement la répartition du coût des déchets sur un chantier où on a une gestion collective, bien sûr. Alors, si on regarde alors, la question, je ne peux pas répondre toujours à la question de tout à l'heure, hein, sur les démolitions, rénovations, construction neuve, puisque la question, c'était dans la rénovation, on a combien qui sont soumis au fameux diagnostic. Là, je ne sais pas, en tout cas, la rénovation, elle pèse 36%, la démolition 51%, et la construction neuve 13%. Donc, vous voyez que la construction neuve pèse beaucoup moins, évidemment, que les autres, mais parce qu'on essaie aussi peut-être plus d'économiser les matériaux. En tout cas, il y a moins de déchets, puisque quand on voit on en reparlera, mais les entreprises aujourd'hui, elles font quand même plus attention à leur matière sur le chantier, quoi. Et donc, on a moins de déchets, et pourtant, moi, je suis quand même quelques constructions neuves, ça représente des gros volumes, malgré tout. Alors, la répartition des trois familles dont on vient de parler, déchets non dangereux, déchets dangereux, on les voit ici, hein, vous avez 76% de déchets inertes, 21% de déchets non dangereux et 3% de déchets dangereux. Mais il ne faut pas négliger ces fameux 3% parce que c'est ceux qui ne pèsent pas lourd. Moi, j'ai réclamé là depuis 3 mois une benne déchets dangereux
sur un chantier parce qu'on était aux gros œuvres. Non, on n'a pas de déchets dangereux, donc on n'a pas besoin de... Mais bon, il faut savoir qu'il y a toujours des déchets dangereux. Et alors, il avait trouvé la solution de prendre un fût qui avait un trou et il mettait s'il y avait des cartouches ou des choses comme ça dans le fût. Donc, ça ne sert pas à grand-chose s'il y a un trou et que ça part dans la nappe phréatique dessous. Donc, il faut que vous soyez vigilant, même si ce n'est pas beaucoup, ces déchets dangereux, ils sont très toxiques. Et évidemment, c'est eux qu'il faut vraiment surveiller sur un chantier. Alors, l'objectif, on l'a vu, hein, les enjeux du réemploi, c'est d'abord de valoriser 70% des déchets de chantier. Donc, ça va aider, même si on a une valorisation matière, évidemment, à travers le réemploi, on valorise. Il faut aussi développer les pratiques du réemploi. Pour l'instant, sont inférieures à 1% actuellement. Vous voyez, c'est pour ça que les filières, elles sont vraiment au balbutiement. C'est un peu dommage que ça, on n'ait pas... C'est toujours pareil, quand il n'y a pas de marché, ben, il n'y a pas de filière. Et donc là, on va encore attendre 20 ans, je pense, bon, si on fait comme pour le tri des déchets. Mais c'est dommage, quoi. Donc j'espère que les acteurs... Bon, ce qui est sûr, c'est que comme on a la responsabilité élargie des trucs, on va avoir aussi des travails des industriels. Enfin, il y a tout le monde qui va s'y mettre forcément. Et donc, j'espère qu'on va avancer un peu plus vite que depuis Marex HQE, où j'ai fait ma première benne de tri. Les exigences réglementaires élargies, donc là, c'est important, puisque là, on est obligé d'avoir ce diagnostic. Et à travers ce diagnostic, moi, j'ai déjà vu des maîtres d'ouvrage qui lancent ces diagnostics et qui, derrière, ben, forcément, il y a du réemploi derrière qui se met en œuvre. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie? Je fais des petites séquences parce que comme en précédence, je préfère que vous n'ayez pas trop d'infos en même temps. Tout à fait. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions-réponses. Si certains ou certaines parmi vous n'identifient pas cet onglet, n'hésitez pas à les poser aussi dans le chat. On se laisse quelques secondes. Alors, petite Dominique, question, pourriez-vous nous envoyer le PowerPoint à l'issue de la présentation? Ça, je ne sais pas. C'est pas moi qui décide. on peut l'envoyer évidemment avec l'accord de Dominique et forcément au format PDF. Oui, quand même. Oui. Non, mais, De toute façon, Marie Ballas, le webinaire est enregistré hein, par ailleurs. Je vous le signale à nouveau. est-ce que vous avez d'autres questions pour avant que Ah, j'attaque? Ah, il y en a une. oui, oui. Cosimo Super, c'est top. Ah Lacti. non, c'est... Voilà. Ne faudrait-il pas imposer une quantité de matériaux de réemploi dans un bâtiment neuf? Ben, ça sera bien. Je pense, mais moi, je ne les vois pas, moi, les questions. C'est l'onglet questions-réponses QR. Ne faudrait-il pas Ah oui, imposer une quantité de matériaux de réemploi dans un bâtiment neuf? oui, mais que je sache, pour l'instant, ça n'existe pas, mais je pense que ça va pas tarder. Et je vous parlerai après d'autres choses, mais je ne veux pas dévoiler mon prochain sondage. Mais il y a quelque chose qui va quand même inciter à faire ça. Est-ce que les DTU autorisent le réemploi? Ça, c'est une très bonne question, Cosimo. Ben, là, il y a un grand débat, évidemment, sur le réemploi, puisqu'il y a beaucoup de questions d'assurance. Donc, au début, tout le monde a crié, on ne pourra jamais réemployer les matériaux. Et là, ce n'est pas simple, hein, il faut dire, bon, alors ça dépend quel réemploi. Si on réemploie des tuiles qui sont correctes, etc., il n'y a pas de souci. Mais si on emploie d'autres matériaux, il faut vraiment travailler. Pour l'instant, les DTU, moi, je ne suis pas au courant si ça a été intégré dans les DTU. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il faut travailler avec le bureau de contrôle sur ces sujets. Et c'est eux qui vous donneront justement les limites du réemploi pour justement des questions d'assurance surtout. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de groupes de travail, il y a beaucoup de travaux qui sont faits autour de ce sujet. Et forcément, il y a des choses qui avancent, quoi. Mais c'est tellement nouveau qu'il y a encore beaucoup de questions à se poser sur le réemploi et le côté assurantiel surtout.
Je n'ai pas vraiment répondu hein, sur le DTU, mais peut-être les questions, vous les gardez, Gaëlle? Oui, Non. tout à fait. Bah, là, j'avais D'accord. éliminé, mais je vais garder celle Mais du il DTU. y en a certaines, il y en avait une autre, non? On n'avait pas répondu, je crois. Je sais plus. Oui, notamment par rapport à la part, en fait, dans le cadre de la démolition. Voilà. Voilà, ça, il faut les garder. Hein, c'est quand j'essaierai de me renseigner. Je ne suis pas sûre d'avoir l'info, mais j'essaierai. Une dernière question à Dominique. Marine, y a-t-il des bureaux de contrôle qui se spécialisent dans ces avis? Ah ben, sûrement, sûrement. Mais je n'ai pas la liste, là, je ne sais pas. Par contre, ça aussi, on garde la question. Je regarderai. Mais je pense qu'ils s'y mettent tous, hein, parce qu'à partir du moment où c'est un marché pour eux, bon, alors évidemment, on sait que sur le bois, il y a des bureaux de contrôle plus spécifiques, bois et tout, mais là, c'est un sujet transversal, donc à mon avis, ils vont s'y mettre à peu près tous. Mais je les questionnerai quand même, déjà ceux avec qui je travaille, et je vais essayer de regarder ce qui se passe, quoi, un peu plus précisément. Marine te remercie. Je copie-colle les questions. Il n'y a plus d'autres questions apparemment dans l'onglet chat non plus. Ok, Non. ben, on Ok, continue. oui. Alors, les changements de pratique, ça c'est pour vous. Alors, qu'est-ce que vous allez devoir faire aujourd'hui? Déjà, un petit sondage. Est-ce que vous le voyez là le... Non, c'est toi qui dois le faire, le sondage, non? Ouais, je viens de le Moi, lancer. voilà. Donc, la RE 2020 est-elle un levier pour les matériaux de réemploi? « 19 sur 19. Ah, il y en a qui sont... On en a perdu en route. 20. 21. Pour l'instant, il y a 77% de oui et 22% de non. Donc, ben, la réponse est oui. Parce que, pourquoi? Parce que dans les moteurs de calcul, alors moi je ne suis pas une grande spécialiste de l'analyse de cycle de vie, mais pour la part carbone, on va pouvoir valoriser le réemploi dans le calcul de l'ACV. Donc, ça veut dire que ça va être un levier forcément. Donc, à un moment donné, quand Cosimo posait la question, est-ce qu'on ne devrait pas obliger le réemploi? À travers ça, déjà, on va inciter en tout cas au réemploi, quoi. On continue. Donc, pour les archis, bon, moi, je vous ai donné cette source parce que ça vaut le coup que vous le téléchargez. Vous avez un site là, bon, vous connaissez HQE de qualité environnementale. Donc, c'est une association, l'Alliance HQE Green Building Challenge, euh, GBC. Et donc, eux, ils ont fait un cadre de définition de l'économie circulaire pour le bâtiment avec 15 leviers pour agir. Donc, vous les avez, hein, je ne vais pas les détailler là, mais on a optimisation territoriale des flux. Donc, c'est exactement ce dont parlait, je crois que c'est Hélène, pour justement les connaissances des gisements, les synergies, les approvisionnements durables. Tout ce qui est sobriété, optimisation des besoins, conception durable, économie de la fonctionnalité. Vous voyez qu'on retrouve des points qui étaient sur le schéma de l'ADEME, forcément, hein, puisque l'ADEME a sorti son schéma de l'économie circulaire et le bâtiment s'est appuyé aussi sur ce schéma. L'allongement de la durée de vie, pérennité des produits, évolutivité du bâtiment, approche en coût global, ça on en parle depuis longtemps, mais faudra-t-il encore un jour peut-être y arriver? Création des ressources pour limiter les déchets, démontabilité et déconstruction sélective, réemploi et réutilisation, recyclage, et enfin le management des parties prenantes avec la sensibilisation, la planification, justement, vous vous demandez est-ce qu'on l'intègre dans les CCTP, tout ça. Aujourd'hui, il faut intégrer ça dans vos pièces écrites, forcément, et la responsabilité sociétale de l'entreprise et l'évaluation. Donc ça, c'est évidemment
la gestion de projet et comment on va évaluer tout ça à la fin, puisqu'on va devoir rendre des comptes. Et donc, il y a vraiment une question de management sur ce sujet. Alors, éco-concevoir, ça c'est votre métier, hein, d'éco-concevoir en privilégiant la sobriété, la frugalité. Ça, j'en ai parlé un peu. Déchets évités, ben, c'est un peu comme l'énergie évitée, c'est comme l'eau évitée, hein. Si on réduit à la source, on se porte mieux. Derrière, on va moins consommer ou moins produire de déchets. Donc là, il s'agit dans votre conception. Je me souviens à l'époque, alors maintenant on en met un peu moins, mais j'avais mis des briques Bono mur et on avait un petit peu monté la façade pour avoir une brique entière. C'est assez bête, mais on avait fait ce genre d'exercice. Les déchets évités, c'est le plaquiste qui va calpiner, on le demande d'ailleurs nous dans les CCTP. Bon, ça se fait assez naturellement parce qu'ils n'aiment pas jeter quand même, ça leur coûte cher. Mais en tout cas, plus vous allez avoir une conception aussi sobre et frugale. Je peux vous donner un exemple aussi dans le groupe scolaire d'Aguessac, là où j'étais accompagnatrice BDO. L'architecte a fait des plafonds en bois avec des poutres en bois et ça résout l'acoustique. C'est super sympa et c'est très très bien au niveau acoustique et ça a évité de mettre d'autres matériaux, des baffles, etc. ou des faux plafonds. Donc, même pendant le chantier, on avait très peu de laine minérale, hein, puisque c'est un chantier en bois avec de la laine de bois, mais il y avait quand même un peu de laine minérale dans le couloir, dans le faux plafond du couloir. Et pendant le chantier, on a fait des tests avec l'acousticien, on a enlevé cette laine minérale. Vous voyez, donc évidemment, comme on ne l'a pas posé, ben, ça va. Enfin, on l'a posé sur un truc pour faire les tests, mais ça évite. Après, vous avez le réemploi, donc évidemment, si c'est un non-déchet, vous allez le réemployer. Ça, c'est vous optimisez aussi, vous limitez le stockage et l'élimination finale. Donc, vous utilisez quelque chose d'un chantier à côté, par exemple. Et puis après, vous avez les déchets. Dans les déchets, ce que je disais un peu tout à l'heure, hein, vous avez la valorisation matière. Donc, vous allez refaire des granulats ou vous allez faire des panneaux de particules en bois avec du bois recyclé. Vous avez la valorisation énergétique. Ça, les Toulousains ils connaissent le Mirail. Il y a un four au Mirail qui chauffe le quartier et qui est approvisionné par des déchets. Bon, c'est un moindre mal, mais moi, je préfère quand même beaucoup la valorisation matière parce qu'il y a d'autres problématiques peut-être de dioxyde, etc. Et puis après, on a l'élimination, donc le stockage, et il faudrait pouvoir stocker vraiment ce qu'on ne peut pas valoriser. Alors là, j'ai une petite expérience pour les Toulousains aussi. C'est à Toulouse, la Farouette, pour ceux qui connaissent. À l'époque, j'ai travaillé pour l'OPAC de Toulouse. C'était donc dans le cadre des 2 déconstructions sélectives que j'ai fait à titre expérimental. Et donc, il y en avait une à la Farouette où il y avait 40 logements qui avaient été démolis. Là, vous voyez la démolition des 40 logements comme ça, au grignotage, tout en mélange. Ils ont mis ça dans un camion. Nous, on a suivi le camion, on s'est caché. On a pris des photos et voilà où a fini tout le bâtiment dans un trou de gravière. Il y avait même des tuyaux d'amiante qui étaient dans les planchers. Enfin bon, c'était pas terrible. Donc là, en fait, moi, j'avais trouvé ça comme expérimentation pour pouvoir comparer les deux des constructions. Donc, il y en a une qui a été faite classiquement, je dirais, et l'autre où on avait fait un audit de déconstruction. On avait fait un appel d'offres justement avec des exigences et du coup, on a fait ce travail sur l'autre bâtiment qui était aussi de 40 logements où on a déconstruit. À la gauche, vous voyez, c'était du plancher, c'est des planchers en bois là, là, ils se sont embêtés pour l'enlever. Il y avait les fils. Bon, après, il y avait des stockages d'acier, de tout, quoi, de verre. Et on avait fait des ateliers de démontage des menuiseries pour justement trier la menuiserie, le verre, etc. Et à la fin, il restait des déchets inertes, y compris les ferrailles quand même, qui étaient à l'intérieur, bien entendu. Donc, il y avait 2 solutions. Bon, là, après, ils ont fait tomber tout ce qui était inerte. Et il y avait 2 solutions. Soit on prenait tous ces déchets et on les amenait sur un site à l'extérieur pour les concasser, puisqu'on voulait quand même valoriser. Mais de toute façon, on avait des caves à remblayer. Donc, il fallait ramener du gravier. Alors, nous, on s'était dit, on va concasser sur un site extérieur à Toulouse, le plus près possible, et on va ramener tout ça. On a fait le trajet des camions et le gasoil consommé,
Et on a fini par dire il vaut mieux amener un concasseur mobile sur le site. Alors, il y avait une école à côté, on a fait attention que ce soit pendant des vacances scolaires, on avait prévenu tout le quartier, etc. Il y a eu 5 jours de concassage. Pas de... On a évité les camions qui sortaient les déchets, les camions qui ramenaient les granulats. Et là, bon, je ne sais pas si vous connaissez les concassages, hein, il y a des aimants qui récupèrent la ferraille. Donc après, la ferraille, il y a des tapis aussi pour récupérer les petits déchets qui restent. Et après, on a remblayé les caves. Donc il s'est auto-valorisé, on va dire, le bâtiment. Et ça, c'était quand même très intéressant comme démarche. Et au total, je crois qu'on avait, valorisé 86% des déchets de ce chantier. Et je vous parle il y a une vingtaine d'années, je pense. Alors, pour vous, c'est important de connaître les matériaux excédentaires de vos projets. Donc, bien sûr, d'où l'intérêt de ce diagnostic. Identifier les usages possibles d'un réemploi sur le chantier, en valorisation vers d'autres chantiers. Donc, d'où l'intérêt là d'avoir des bases, des sociétés qui peuvent vous renseigner, qui eux cherchent, et c'est des espèces de bourses hein, de matériaux, en installation de recyclage, remblissage de carrière, et enfin définir une politique en matière d'utilisation de matériaux alternatifs sur vos chantiers. Alors là, vous avez alors, il y a un site où il faut absolument que vous alliez, il s'appelle Démoclès. Vous allez voir, il y a plein d'infos. Peut-être que, j'espère que vous y retrouverez, mais en tout cas, dans ce site, il y a des grilles, des fiches. Il y a une vingtaine de fiches, vous voyez, de modèles de fiches comme ça, où on désigne le matériau, enfin, qu'est-ce qu'on enlève, par exemple, du latibois, des lames ou dalles de bois à support. L'unité, bois plus métaux, le code déchets, donc là, on a 2 codes déchets. Il faut savoir que tous les déchets ont un code. Ça, vous le retrouvez sur le site du ministère, je pense. Après, vous avez la typologie, donc décès non dangereux, et réemploi ou valorisation du bois. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Donc ça, vous avez comme ça des fiches. Alors, si un jour vous voulez évidemment devenir diagnostiqueur de ce diagnostic, en fait, de faire ce travail, vous pourrez aller voir ces... Puis, de toute façon, ça vous permet de voir un petit peu, ça peut vous donner des idées aussi. Alors, dans vos marchés, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, il faut prescrire des performances des matériaux répondant aux usages, privilégier le réemploi et la valorisation pour préserver les ressources non renouvelables, imposer la traçabilité de tous les déchets et réaliser en fin de chantier un bilan, ça c'est important, à la fois du déchet et des matériaux alternatifs si vous allez faire du réemploi sur votre chantier. Alors là, j'ai un petit exemple qui est vachement intéressant, moi je trouve, mais justement, c'est dans le fameux groupe d'Envirobat. Moi, je reçois les comptes rendus et la dernière fois, à la fin du compte rendu, vous aviez ça. Le projet est de déposer entre 400 et 500 mètres cubes de pierre de Castries sur la démolition de la résidence Uranus à la Mosso. Des constructions prévues cet été ou à leur entrée. L'idée est de trouver des maîtres d'ouvrage ou maîtres d'œuvre qui seraient intéressés pour acheter, vendu autour de 120 à 150 euros le mètre cube, une partie de ce jugement qui devrait être stocké à Grabel. Voilà. Donc ça, c'est typiquement ce que fait cette boîte. Je vous ai mis les 2 liens, hein, Caprionis, et puis ça, je ne sais pas si on peut voir les liens en direct ou non. Si j'ouvre, ça marche? Oui, clique. Je vais vous montrer hein, si ça marche. On va voir. J'espère pas tout perdre. Et réemployer, réutiliser. Pour rechercher quelque chose, vous pouvez mettre un nom. Et puis, vous trouvez et revendez vos matériaux d'occasion sur Plus Neuf. Dernière annonce. Alors, ils vendent tout là. Alors, je ne dis pas que c'est super intéressant encore parce qu'il faut... Je l'ai regardé tout à l'heure et j'avoue que je ne suis pas allée encore me balader trop dedans. Mais en tout cas, sachez que ça commence à exister. Et cette société, la Caprioni, elle a... alors là, je sors... Excusez-moi, je vais ressortir. J'espère que je ne vais pas me couper. Vous revoyez l'écran là où il faut que je le repartage? Non, on a ton écran, Dominique. Ouais. C'est bon? Vous voyez le PowerPoint? PowerPoint. OK. Donc, cette société, il y a moi, je ne sais pas, c'était il n'y a pas un an à peu près, il y a eu un gros problème dans une EHPAD dans l'Aude
qui a, je pense, il y a eu une inondation, enfin un gros problème. Ils ont dû démolir plein de choses. Et donc, ils sont allés faire un diagnostic. Ils ont fait comme un magasin, hein, comme si on allait chez Castorama, avec tout ce qu'ils avaient, les interrupteurs, les machins, le nombre, et un catalogue. Il y avait 2 jours portes ouvertes pour venir acheter enfin, ils pouvaient commander, bien sûr, il fallait donner un acompte, etc. Et vous pouviez acheter des interrupteurs à 1 €. Il paraît que les plombiers, il a tout liquidé. Les plombiers, il y avait le cuivre, le machin, tout ça. Enfin, c'était super bien fait. Et donc là, il a travaillé avec l'entreprise de démolition. Et ensemble, ils ont mis ça au point et du coup, ils ont vendu ce qu'ils pouvaient vendre. Donc, c'est pas cher, hein, mais en tout cas, c'est intéressant. Il y a plein d'artisans qui sont venus pour chercher des choses. Alors, évidemment, peut-être qu'on ne pouvait pas récupérer tout, mais ce qui était récupérable, ils ont fait comme ça. Alors, pour organiser votre chantier, parce que là, on en était aux appels d'offres, hein, on prescrit là-dedans. Pour les chantiers, il faut sensibiliser les intervenants, bien entendu. Ça, c'est la première de votre rôle. De toute façon, pour le chantier vert, c'est pareil, hein. On ne parle pas que des déchets, hein, dans les chantiers verts. Assurer la traçabilité avec ces fameux bordereaux. Il faut faire vraiment essayer de les récupérer au fur et à mesure parce qu'à la fin, c'est la galère. Contrôler l'origine et la qualité des matériaux alternatifs utilisés. Donc là, via bureau de contrôle. D'ailleurs, je n'aurais pas dû mettre contrôlé parce qu'un architecte ne peut pas mettre contrôlé sur sa mission. Et capitaliser l'expérience pour vos futurs projets. Donc ça, c'est aussi important. Et là, je vous ai mis un lien aussi, c'est un lien de la Fédération du bâtiment, où vous avez justement pour le tri des déchets, les points de collecte. C'est assez génial, vous pouvez cocher ce que vous cherchez pour vos déchets et vous avez les points de collecte les plus proches de vos chantiers. Donc ça, c'est quand même un outil qui peut être utile pour vous, pour organiser, enfin, déjà pour y réfléchir en amont de vos chantiers. Alors, pendant le chantier, depuis ce décret du 16 juillet, aujourd'hui, avant, on devait obligation de trier 5 typologies de déchets. Aujourd'hui, pour le bâtiment, alors vous voyez la loi, là, le décret, il demande de trier le papier, métal, plastique, verre, textile, bois, fraction minérale et plâtre. Pour l'instant, sur les chantiers, si j'ai bien compris, parce que ça aussi, là, j'ai un peu galéré pour les infos, parce que c'est tellement nouveau que suivant là où vous trouvez les infos, c'est un peu différent. En tout cas, sur un chantier, les flux, c'est papier, y compris carton, donc cette benne, évidemment, une benne fermée, bois, fraction minérale, donc c'est des déchets inertes, avec tout ce qu'on a vu, hein, béton, céramique, etc. Métal, verre, plastique et plâtre. Ça, c'est le minimum. Et je crois que c'est en 2025 où ils rajouteront le textile sur le chantier. Pourquoi? Parce que maintenant, on a des isolants en textile. Pour quel chantier? Alors là, ce n'est pas pour tous les chantiers, mais en grande majorité. Évidemment, si vous n'avez pas possibilité de mettre une benne si vous avez une surface supérieure ou égale à 40 mètres carrés, mais pas plus, pour l'entreposage des déchets, vous n'êtes pas obligé évidemment de faire tous ces tris, hein, ça paraît difficile. Ou si le volume total des déchets, compris sur l'ensemble de la durée du chantier, tout déchet confondu, est inférieur à 10 mètres cubes. Donc là, vous avez une dérogation de trier parce que il n'y a pas assez de volume, quoi. Voilà. Quelle modalité de transmission du diagnostic? On a vu qu'il y avait une modalité qu'il fallait le transmettre, il ne suffit pas de le faire. Donc, l'obligation de transmission, c'est via un formulaire de recollement à l'issue du chantier et c'est le CSTB qui va récolter tous ces bordereaux. Alors, sous réserve de l'accord du maître d'ouvrage, le CSTB, en fait, l'objectif, c'est de faire une espèce de base de données, hein, justement, avec les informations relatives à la nature et à la quantité des produits, équipements, matériaux et déchets estimés contenus dans le diagnostic, les indications sur les possibilités de réemploi, réutilisation, recyclage ou haute valorisation matière, énergétique ou d'élimination, le nom, la raison sociale, etc. du maître d'ouvrage, la commune sur laquelle le chantier a été réalisé, le mois de début de chantier prévu par le maître d'ouvrage. Voilà.
Donc ça sera une base de données et ça permet d'avoir un contrôle de ça. Après, j'ai cherché, là vous avez justement, je vais vous le montrer, un document qui peut aussi vous intéresser, s'il s'ouvre. Vous avez le formulaire de recollement relatif au diagnostic portant sur la gestion et la démolition, la gestion des déchets issus de la démolition. Et là, vous avez tout ce qui est maître d'ouvrage, identification, tous les bâtiments, type de bâtiment. Et là, les travaux réalisés. Et là, on rentre dans le fameux diagnostic, donc matériaux ou déchets inertes, matériaux ou déchets non dangereux. Et là, quantité estimée, réemploi sur le site. Voilà, on appelle ça prévention, le réemploi sur le site. La valorisation, réutilisation sur un autre site. Ça, je ne voulais pas préciser, mais c'est intéressant de voir ça. Prévention, c'est le réemploi. Valorisation, ça peut être la réutilisation, l'envoi vers un centre de regroupement de tri, l'envoi vers un centre de valorisation matière, vers un centre de valorisation énergétique, etc. Ou remise des déchets en éco-organismes. Et après, l'élimination, stockage en installation de déchets inertes, de déchets non dangereux et de déchets dangereux. Voilà. Dominique, on ne voyait pas le lien, je ne t'ai pas coupé, mais vous aurez tout, hein, bien évidemment, sur Ah, vous ne le sur voyez le pas le lien, PowerPoint. hein? Ça ne marche pas? Non, non, on est toujours sur ton PowerPoint. Bon, ben enfin, voilà. Faut le faire, excusez-moi, j'ai parlé dans le vide. Non, non, bah, je n'ai pas voulu te couper, mais voilà, hein, c'est le CERFA. En tout cas, Tout vous en l'aurez bas, ouais. dans le... Ouais. Alors, qui peut réaliser le diagnostic? Parce que peut-être ça va vous intéresser, ce genre de mission, hein. Il n'y a pas de problème, il suffit d'avoir les compétences, donc il faut un peu se former sur le sujet, il faut bûcher le sujet, et puis il faut être assuré sur tout ça. Après, il faut voir avec la MAF, je ne sais pas trop, là, je n'ai pas creusé, hein. Ça peut être des personnes physiques ou morales, donc, et bien sûr, il faut être sûrement assuré, ça c'est important. Alors, vous voyez, là, j'ai un tout petit, c'est en plus petit, mais il faut un diplôme sanctionnant au moins 2 années d'études postsecondaires. Donc, on n'est pas mauvais, les archives. Une expérience professionnelle de 3 ans et toute preuve de la détention de compétences en matière de prévention. Donc là, c'est des formations, quoi. Et puis peut-être travailler au début avec quelqu'un, enfin, j'en sais rien. En tout cas, et puis il y a des bureaux d'études qui vont se spécialiser, mais après, il y en a peut-être qui veulent prendre ce marché, je ne sais pas. Et puis, bien sûr, il ne faut pas avoir de lien avec l'opération ça, c'est toujours les mêmes principes, hein, de ne pas avoir un lien de nature commerciale ou juridique avec l'opération, avec une entreprise posant effectuer toute ou partie des travaux de démolition, mais ça, c'est classique. Ce n'est pas que pour ça. Il y a un label qui est sorti. Alors là, par contre, je ne peux pas trop vous en parler, je n'ai pas eu le temps d'aller le voir. C'est un label qui est porté par le ministère, qui est animé par le CEREMA, piloté par le CEREMA. C'est le label 2EC, donc qui vise à développer et promouvoir l'économie circulaire pour des projets de construction et d'aménagement. Donc là, vous avez un lien, je pense, qui va sur le label. Ah, pardon. Et là, vous avez une labellisation sur le temps du projet. Donc, vous voyez, conception, marché de contrat, choix de prestataire, réalisation. Et il est possible de s'engager à partir du stade de réalisation. Donc, j'en sais pas plus, mais en tout cas, sachez que ça existe et que c'est... Je sais pas encore, j'ai pas de retour, quoi. C'est assez récent. Alors, les principaux freins identifiés, ben, on a une formation, hein, qui est encore peu développée, qui n'aide pas au changement des mentalités. Lente évolution du cadre juridique et réglementaire, ça, c'est sûr que ça a été long. Et là, on va voir après pour justement le réemploi et tout ça, il y a des choses qui vont se passer, hein, d'ici là. Mise en œuvre parfois complexe. Les balbutiements du jeu de l'offre et de la demande, ben, c'est exactement de ça dont on parlait, hein. La résistance au changement, mais ça, c'est pas que pour ce sujet, je dirais, puisque ça, souvent, c'est compliqué. Les freins organisationnels et techniques, les freins assurantiels, ça, je pense qu'il va y avoir des gros travaux là-dessus, mais c'est en cours, hein, mais c'est vrai que ça demandait presque un webinaire que sur ça, donc je ne me suis pas appesantie dessus, mais c'est important par contre. Ça peut être développé, mais pas dans le temps que nous avions. Le manque de visibilité économique pour les filières émergentes,
et le manque de connaissance du gisement et des domaines de réemploi. Enfin, c'est tout ce qu'on a dit là, mais c'est un peu classique, mais c'est sûr qu'au début, on a ces principaux freins. Alors, les conclusions, pour finir, je ne sais pas si du tout quelle heure il est, je n'ai pas regardé l'heure. Je suis à peu près Tout dans à fait. l'heure. 19h38 et il y a 4 questions et j'imagine d'autres questions qui vont Bon, ben ça apparaître. va. Tout à Donc, fait. le principe, c'est de contribuer à une société de recyclage en préservant les ressources non renouvelables. Ça, on a vu depuis le début diminuer les nuisances liées au transport. Ça, pour moi, je pense que c'est très important. Optimiser la gestion des déchets et réduire leurs coûts par la même occasion. Lutter contre les dépôts sauvages et les décharges illégales qui existent encore, malheureusement. C'est dommage, j'ai oublié de vous poser des photos. J'avais fait des belles photos d'un bidon de peinture qui flottait dans un trou de gravière. Ça existe encore. Favoriser les activités économiques locales, bien sûr, avec des créations d'emplois et mobiliser l'ensemble des acteurs vers des modes de production et de consommation plus responsables et durables. Pour finir, l'ARE 2020, donc, ça va être un levier pour les matériaux de réemploi, hein, donc, comme je vous ai dit. Donc, je pense que ça va aussi booster un petit peu tout ça. La commande publique, ben, c'est vrai que là, moi, j'ai été en contact avec la ville de Lyon, par exemple. Ils ont fait tout un axe de réflexion sur, en général, l'environnement, hein, mais ils parlent aussi de tout ça. Donc, la commande publique et commence à vraiment se préoccuper de tout ça. Déjà, par rapport aux produits, maintenant, il y a des clauses vertes sur les appels d'offres des collectivités. On peut avoir des exigences pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, de stockage du carbone et bien sûr, veiller au recours des matériaux de réemploi ou issus de ressources renouvelables. Donc, ça va forcément se développer, mais comme vous disiez, certains, enfin, via vos questions, il va falloir que le reste suive aussi, c'est sûr. Et enfin, la collecte séparée est une condition pour accéder aux points de reprise gratuite. Alors moi, ça, c'est la chose auquel je crois le plus pour les entreprises, en tout cas pour les petits artisans. Ça va marcher puisque si c'est gratuit, ça sera plus facile d'aller dans une déchetterie ou dans un point de collecte, quoi, de reprise gratuite, plutôt que de payer une redevance. Et ça, ils avaient un peu de mal parce qu'ils n'arrivaient jamais à le mettre sur le devis, ils ne savaient pas. Et donc, je pense que ça devrait quand même ben, peut-être un peu améliorer sur les chantiers ce sujet. Voilà, les dernières questions. Merci Dominique. Oui, il y a des questions dans l'onglet questions-réponses. Émilie Carayol, quel était le prix à payer pour cette démarche plus éco-responsable concernant le projet de Toulouse, tu sais, dont tu as parlé? Pour la Far West, donc. Oui. Ben alors là, vous me posez une colle, mais parce que il est très très vieux ce projet. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'à l'époque, alors les chiffres, c'est dommage parce que je les regardais tout à l'heure, mais j'ai pas noté les chiffres. Mais je vais vous donner un ordre de grandeur. Je crois que la démolition tout en vrac, ça devait. Alors, je crois qu'on était en France. C'était, mettons, 90 000 francs. La, le fait de déconstruire et de trier, on avait eu, mettons, 150 ou 200 000 euros. Mais alors là, l'appel d'offres, heureusement que nous, on avait fait un bon. Ça allait de 200 à 400. Nous, on avait évalué vers 150, 200, je crois. Donc, on avait une entreprise qui était dans nos prix. Mais après, ça allait, comme c'était nouveau, ils s'étaient régalés. Ils avaient chiffré là. Donc, on allait jusqu'à 400 000 euros. Et par contre, donc c'était un peu plus cher que ce que l'UPAC avait payé pour l'autre qui a fini dans le trou de gravière. Mais si tous les déchets qui ont atterri dans le trou de gravière étaient partis dans un centre de stockage de classe 2, ce qui aurait dû, et encore, je passe l'amiante de stade 2, on était à 250 000 euros. Non, qu'est-ce que je raconte oui, à 250 000 euros, c'est-à-dire de 90 000 euros, on passait à 250 et nous, on a été, mettons, à 150. Voilà, en gros. Donc, de toute façon, et puis on a montré les photos, l'OPAC de Toulouse, ils étaient responsables de leurs déchets quand même. Hein. Mais c'était les pratiques à l'époque qui étaient courantes. Hein. Maintenant, on voit moins ça quand même. Hein.
Alors, dans le cas où une collectivité met à disposition une zone de stockage des matériaux issus d'une déconstruction réhab-rénov qui est en charge de l'analyse de conformité de la matière première, l'entreprise, alors, non, mais à disposition une zone de stockage des matériaux issus d'une déconstruction réhab-rénov. Alors, pour les matériaux, ben là par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une histoire d'assurance, hein. Donc, c'est ça, c'est par rapport à ça que vous demandez. L'entreprise, elle ne peut pas être responsable de ça, hein. C'est-à-dire qu'on va lui dire, vous démontez les fenêtres, vous les mettez de côté, vous démontez ça, vous les mettez de côté. Mais après, si la fenêtre, vous voulez la remettre sur un chantier, bon, une fenêtre, ça va être un peu compliqué peut-être, mais parce que les performances, elles ont un peu changé aussi. Mais par contre, sur l'autre, ça va être plutôt, je dirais, le bureau de contrôle, moi, je dirais. Par contre, il faut les questionner. C'est une question que je veux bien garder aussi pour creuser l'histoire. Je la copie-colle, bien sûr, Dominique. Et Hélène poursuivait, car je suppose qu'il faut refaire toute une Oui, batterie oui, de tests. on peut avoir des... Ben, ça dépend à quoi ça va être utilisé, quoi. Si on prend un bardage pour le mettre en cloison intérieure, sans pression, sans rien, c'est pas grave. Si on prend des granulats qu'on va, enfin, ou des carreaux qu'on va récupérer, ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de tests. Après, ça dépend quel type de réemploi on va avoir. Quand on doit avoir des performances en face, effectivement, c'est plus compliqué, quoi. Là, il y a des tests à faire et c'est là où je pense que les sociétés, moi je connais le gars qui a cette société, il faut que je me rapproche de lui. Je voulais le faire là pour le webinaire, mais j'avoue que je ne l'ai pas fait. Mais il y a des choses à mettre en place, effectivement. Alors, interrupteur garanti encore aux normes en vigueur avec certificat. Là, c'était des choses récentes, hein. Alors, le certificat, je ne suis pas sûre qu'ils avaient le certificat, hein. Là, c'est plutôt des artisans qui sont venus les chercher pour mettre dans des villas ou là où ils vont moins faire remarque s'ils ont un consuel. Mais là, je ne pense pas qu'ils avaient les certificats. Et pourquoi pas aussi, parce que si c'était récent, peut-être... En tout cas, c'est sûr que ça dépend la tête de l'interrupteur, quoi. Si c'est des interrupteurs qui sont trop vieux, on ne va pas les récupérer, hein. Il y a quand même des questions de sécurité aussi. Dominique, Émilie, en fait, a répondu, hein, à ta question. En fait, ce qu'elle indique, c'est qu'elle cherchait vraiment à argumenter, à pouvoir justifier Oui, et tout à fait. argumenter à Mais propos, nous, à évidemment, l'époque, de on était besoins. assez contents de notre... parce que c'est vrai qu'à l'époque, ils auraient dû aller en classe 2, quoi. Et ça aurait coûté très, très cher. Alors que le fait de déconstruire, ben, on a valorisé beaucoup de choses, quoi. Déjà, ils n'ont pas eu à payer les granulats enfin, ils ont payé la déconstruction, mais après, les granulats, on les a récupérés. Je sais que l'entreprise a vendu toute la ferraille. Alors là, à l'époque, déjà, je finis sur la Far West. Moi, j'avais proposé, je ne sais pas ceux qui connaissaient les immeubles là, de la Far West, mais c'était des beaux appartements, euh, très, très abîmés, je dirais, mais avec des beaux volumes et tout ça. Et il y avait encore des salles de bain très bien. Ce n'était pas du tout abîmé, certains. Moi, j'avais proposé de faire une bourse sur la place. Là, il y avait un parking. Sur le parking, un week-end, et j'avais dit, ben, on n'a qu'à faire ça. Impossible. Maintenant, j'aurais du succès. Parce que maintenant, c'est exactement ce qu'on peut faire. Mais à l'époque, c'était, non, non, l'OPAC, il n'a pas voulu se lancer là-dedans. Et par contre, on avait des volets en métallique. Alors nous, comme on devait faire l'audit, on devait faire un métrait à l'envers où on mettait après les poids et les volumes de tous les matériaux, types de déchets, poids, volume. Et pour bon, alors certains, on arrivait avec quand on trouvait à peu près une brique, bon, ben, on sait à peu près le poids d'une brique, etc. Mais il y avait des gros, par exemple, des volets en ferraille, on les a amenés à l'agence, on les a pesés pour avoir le poids de la ferraille. Et cela, bizarrement, avant le début de la déconstruction, il n'y en avait plus.
Donc, il y a eu du réemploi, enfin, une valorisation naturelle qui s'est faite. Mais parce que ça, là, ils pouvaient le vendre, quoi, donc ça a été volé avant. Voilà. Merci Dominique. Une question encore d'Hélène. Qui paye le bureau de contrôle? Ah, ça, c'est une bonne question. Mais ça sera le maître d'ouvrage, hein, c'est pas vous. Hein. Mais il faudra, si le maître d'ouvrage veut se lancer dans tout ça, il faut quand même d'abord se renseigner et puis, bon, ben, avancer. Alors, c'est vrai que bon, moi, ça mérite que je développe un peu cette partie-là, parce que moi, pour l'instant, c'était déjà vous informer que ça existait, parce que c'est tellement nouveau et les gens sont peu au courant. Mais après, il y a encore tout cet aspect-là qu'il faudra développer et, euh, et j'avoue que je ne l'ai pas encore fait. Voilà. C'est un peu nouveau aussi pour moi. Moi, j'ai récupéré quand même des appels d'offres, des choses, des maîtres d'ouvrage maintenant qui demandent ce type de diagnostic, etc. Mais il faudra que je regarde s'il y a des clauses justement sur les bureaux de contrôle, etc. Mais j'essaierai de vous répondre quand même à ces questions, hein, si je trouve de l'info. Ouais. Je copie-colle, hein, Dominique, la question Ouais, ouais. à nouveau, bien sûr. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, apparemment, il n'y en a pas d'autres, ni dans Est-ce le que vous chat. avez tout bien compris? Est-ce que c'était pas trop dense? Vous pouvez écrire dans l'onglet questions-réponses ou dans le chat, en effet, la question de Dominique. Est-ce que vous le sentez, quoi? Maintenant, il va falloir y aller, mais c'est vrai que c'est nouveau, donc j'espère que ça vous aura apporté quelques éclaircissements quand même sur cette loi et sur les nouvelles problématiques de cette économie circulaire. Bien sûr. Marine Sanvet, justement, dans l'onglet questions-réponses, indique oui, enfin, on espère. Un ou une spectatrice anonyme a formalisé un smiley. Donc, j'ai le sentiment que oui, c'est le cas. Ah oui, c'est un smiley, ça? Je sais pas. Oui, Hélène Pierce, tout compris. Voilà, parfait. Avec des questions d'ordre juridique. Et à nouveau dans les... Ouais. Ah non, il n'y a plus d'autres interventions. Écoutez, oui, merci. Merci, c'était aussi bien complémentaire avec des visios centrés uniquement sur le réemploi. Top, nous indique Marie. Cléa, te remercie, Dominique. Impeccable. Je regarde aussi dans l'onglet questions-réponses. Merci pour cette présentation qui va enfin modifier les comportements à développer. Marion Bertolini. Non, ils sont architectes tous, en gros, hein, à peu près, non? Oui, oui. Alors, tout le monde ne s'est pas présenté, mais bon, généralement, Bon, ben, en tout cas, on compte sur vous, hein, parce que vous voyez, moi, je rame depuis 30 ans et quand je vois, ça avance pas vite quand même. Hein. Franchement, pas vite, pas assez à mon goût. En tout cas, j'espère que vous pourrez avancer sur ces sujets parce que c'est quand même très important, quoi. oui, c'est même essentiel et le contexte international nous le rappelle et le GIEC aussi, leurs résultats, bien sûr. Ouais, oui, oui, il y a beaucoup de choses. Ben, c'est l'avenir du bâtiment, hein, de vos métiers aussi, quoi. C'est des nouvelles formes de. Mais moi, je trouve ça passionnant. À chaque fois qu'il y a quelque chose comme ça, je trouve ça bien intéressant, quoi. Tout à fait. Parce que ça vous demande de vous repositionner, de retravailler sur votre conception aussi. Dans la conception, on peut faire aussi pas mal de choses. Hein. Je vois, moi, là, j'ai pas le temps de vous présenter un projet que j'ai suivi, mais les archives ont vraiment fait au minimum de tout ce qu'on, de matériaux, quoi, de matières, ou alors c'était des matières ressourcées, de filières locales, etc., quoi. Donc, c'est ça qui est intéressant. Tout à fait. Alors, dans l'onglet, et on se quittera. Merci beaucoup pour votre intervention et l'organisation de ce webinaire. Merci beaucoup, c'était très clair. On croise les doigts et merci pour ces décennies, et oui, de travail qui ont œuvré pour nous qui arrivons derrière. Et nous Oui, parce que lançons moi, dans maintenant, je cette vais filière. bientôt jeter l'éponge, hein, mais pas encore, hein, quand même. Mais Pas tout de suite quand même. pas tout de suite, non. Non, pas tout de suite, tout de suite. Et Ouais. pareil, merci, très intéressant. Jacques Raza, merci beaucoup. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, voilà, ça Il c'est n'y a bien. plus qu'à. Voilà.
Alors, ILO Formation, moi-même, Dominique et toute l'équipe, évidemment, te remercie pour cette brillante intervention. Et en effet, tu étais pionnière et l'avenir s'offre à toi et à l'ensemble des architectes, bien sûr, Merci qui ont à tout œuvré. le monde parce que je ne vous vois toujours pas, mais je suis contente que des archis aient assisté à ça et soient motivés parce que j'ai quand même mon fonds d'architecte qui reste au fond de moi. Hein. Donc, c'est important pour moi que ce soit justement des archis et pas des bureaux d'études qui s'emparent de ce sujet. Et je crois que souvent, les archis ont trop laissé passer des sujets. Et donc, ben là, c'est important. Après, vous aurez besoin des bureaux d'études encore et peut-être certains ne se lanceront pas dans les diagnostics et travailleront avec le bureau d'études, mais vous serez en connaissance de cause et c'est important. C'est vous qui avez quand même le crayon et qui dessinez et qui produisez quoi, en premier. Voilà. Donc, je vous remercie à toutes et tous et je vous souhaite bonne chance dans ce beau métier pour la suite. Merci, Dominique. Belle soirée à toutes et à tous et à très bientôt.